René Guénon, Formes traditionnelles et cycle cosmique. Chapitre 6. Place de la tradition atlantéenne dans le Manvantara. Nous avons précédemment, sous le titre Atlantide et Hyperborée, signalé la confusion qui est faite trop fréquemment entre la tradition primordiale, originellement polaire au sens littéral du mot, et dont le point de départ est celui même du présent Manvantara, et la tradition dérivée et secondaire que fut la tradition atlantéenne, se rapportant à une période beaucoup plus restreinte. Nous avons dit alors, et ailleurs aussi diverses reprises, que cette confusion pouvait s'expliquer dans une certaine mesure par le fait que les centres spirituels subordonnés étaient constitués à l'image du centre suprême, et que les mêmes dénominations leur avaient été appliquées. C'est ainsi que la Tula Atlante, dont le nom s'est conservé dans l'Amérique centrale, où il fut apporté par les Toltecs, dut être le siège d'un pouvoir spirituel qui était comme une émanation de celui de la Tula hyperboréenne. Et comme ce nom de Tula désigne la balance, sa double application est en rapport étroit avec le transfert de cette même désignation de la constellation polaire de la Grande Ourse au signe zodiacal, qui actuellement encore porte ce nom de la balance. C'est aussi à la tradition atlantéenne qu'il faut rapporter le transfert du Sapta Riksha, la demeure symbolique des 7 richisses, à une certaine époque de la même Grande Ourse aux Pléiades, constellation également formée de 7 étoiles, mais de situation zodiacale. Ce qui ne laisse aucun doute à cet égard, c'est que les Pléiades étaient dites filles d'Atlas, et comme telles appelées aussi Atlantides. Tout ceci est en accord avec la situation géographique des centres traditionnels, liés elles-mêmes à leur caractère propre, aussi bien qu'à leur place respective dans la période cyclique, car tout se tient ici beaucoup plus étroitement que ne pourraient le supposer ceux qui ignorent les lois de certaines correspondances. L'Hyperborée correspond évidemment au nord, et l'Atlantide à l'occident. Et il est remarquable que les désignations mêmes de ces deux régions, pourtant nettement distinctes, puissent également prêter à confusion, des noms de même racine ayant été appliqués à l'une et à l'autre. En effet, on trouve cette racine sous des formes diverses telles que Iber, H-I-B-E-R, Iber, I-B-E-R, ou Eber, E-B-E-R, et aussi Ereb, par transposition des lettres, désignant à la fois la région de l'hiver, c'est-à-dire le nord, et la région du soir ou du soleil couchant, c'est-à-dire l'Occident, et les peuples qui habitent l'une et l'autre. Ce fait est manifestement du même ordre encore que ceux que nous venons de rappeler. La position même du centre atlantéen sur l'axe Orient-Occident indique sa subordination par rapport au centre hyperboréen situé sur l'axe polaire nord-sud. Si nous faisons cette dernière réserve, c'est qu'il semble particulièrement difficile de déterminer comment se fit la jonction du courant venu de l'Occident, après la disparition de l'Atlantide, avec un autre courant descendu du nord et procédant directement de la tradition primordiale, jonction dont devait résulter la constitution des différentes formes traditionnelles propres à la dernière partie du Manvantara. Il ne s'agit pas là en tout cas d'une réabsorption pure et simple dans la tradition primordiale de ce qui était sorti d'elle à une époque antérieure. Il s'agit d'une sorte de fusion entre des formes préalablement différenciées pour donner naissance à d'autres formes adaptées à de nouvelles circonstances de temps et de lieu. Et le fait que les deux courants apparaissent alors en quelque sorte comme autonomes peut encore contribuer à entretenir l'illusion d'une indépendance de la tradition atlantéenne. Sans doute faudrait-il, si l'on voulait rechercher les conditions dans lesquelles s'opéra cette jonction, donner une importance particulière à la Celtide et à la Chaldée, dont le nom, qui est le même, désignait en réalité non pas un peuple particulier, mais bien une caste sacerdotale. Mais qui sait aujourd'hui ce que furent les traditions celtiques et chaldéennes, aussi bien d'ailleurs que celles des anciens Égyptiens ? On ne saurait être trop prudent quand il s'agit de civilisations entièrement disparues, et ce ne sont certes pas les tentatives de reconstitution auxquelles se livrent les archéologues profanes qui sont susceptibles d'éclaircir la question. Mais il n'en est pas moins vrai que beaucoup de vestiges d'un passé oublié sortent de terre à notre époque, et ce n'est peut-être pas sans raison. Sans risquer la moindre prédiction sur ce qui pourra résulter de ces découvertes, dont ceux qui les font sont généralement incapables de soupçonner la portée possible, il faut certainement voir là un signe des temps.
Timbuktu ne doit-il pas se retrouver à la fin du Mont Vantara pour servir de point de départ à l'élaboration du cycle futur ?